Merci Philippe pour l'invitation et pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. J'ai effectivement, classiquement, on commence ce genre de présentation par demander qui a déjà fait une transaction en crypto-monnaie, ce genre de choses. Donc, je vais céder à cette tradition. Qui a déjà fait une transaction crypto dans la salle? Donc, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Donc, je dirais que c'est le plus important, en fait pour s'approprier ces technologies, c'est de les pratiquer au moins au stade d'un essai, hein, au moins un essai avec une monnaie. Ça peut être celle d'Arc, ça peut être un Bitcoin, ça peut être un Ether, peu importe. Mais le fait de faire cette expérience d'installer un wallet et d'envoyer quelque chose à quelqu'un d'autre en peer-to-peer, c'est vraiment fondateur de la compréhension des technologies qu'il y a en dessous. Parce que sinon, si ça reste complètement théorique, comme c'est déjà abstrait, la monnaie est déjà une entité abstraite. Aujourd'hui, en 2021, on est en numérique, en 2020. Donc, c'est très important cet aspect pratique. Donc, je me présente rapidement. Alors, il va falloir que je rentre un mot de passe. Donc, je vais vous demander une petite seconde pour faire ça. Voilà, donc pour me présenter en deux mots, je suis le fondateur d'une des premières sociétés crypto dans le monde, qui s'appelle Paymium. On a démarré en 2011, donc je crois qu'aujourd'hui on est la plus ancienne dans le monde. On est une équipe de 15 personnes basée à Paris, dont d'ailleurs quelques-uns sont dans la salle. Il y a Romain, Guillaume, Lucas, plusieurs d'entre eux, Victor. Plusieurs d'entre nous sont ici ce soir. Donc c'est une équipe resserrée de 15 experts. On est clairement dans une démarche, je dirais, de pionnier encore aujourd'hui en 2020. Bitcoin n'est pas en adoption de masse, Ethereum n'est pas en adoption de masse. La présentation d'avant s'adresse quand même encore aujourd'hui à des experts. Donc tout ça est en train de maturer. Le propos, c'est effectivement le challenge que nous avons aujourd'hui est un challenge essentiellement d'éducation, comme souvent d'ailleurs dans les technologies libres et le peer-to-peer. Je prends parfois l'exemple de PGP. PGP, c'est un outil extraordinaire pour signer de manière sécurisée des documents ou ses messages, etc. Et pourtant, très peu de gens, on va pas se mentir, assez peu de gens utilisent PGP. Moi, j'utilise tous les jours, mais évidemment, dans la population générale, c'est encore assez confidentiel parce que les gens ne sont pas, je dirais, éduqués à la signature électronique. Donc là, le challenge, c'est de les éduquer aux crypto-monnaies qui sont essentiellement basées sur la signature électronique. C'est la technologie de base dans les crypto-monnaies, c'est la signature électronique. Et pour autant, le grand public n'est pas formé à ces technologies, je dirais, de base. Donc on continue, maintenant on signe même avec son doigt sur un écran. Vous voyez, on en est à ce stade-là, alors que les signatures électroniques existent depuis les années, on va dire, 1980. Bon. Donc le challenge d'éducation, il ne faut pas le sous-estimer, c'est notre rôle à tous, je dirais ici à ce genre d'événement, de propager cette bonne parole, je dirais, c'est-à-dire gagner votre souveraineté, votre autonomie, parce que vous avez acquis les compétences de base en crypto et en informatique. Alors, la pédagogie étant importante, j'ai écrit un bouquin en 2015 sur Bitcoin. J'ai écrit en fait avant, mais je l'ai publié en 2015. Je l'offrirai d'ailleurs à quelqu'un ce soir, parce que je vais faire une petite présentation un peu technique sur les atomic swaps, c'est-à-dire les échanges décentralisés. Et je l'offrirai à quelqu'un qui répond à une question. Je poserai une question dans ma présentation. Donc, il y a un petit challenge entre nous là-dessus. Donc, je vais parler d'Atomic Swaps. Atomic Swaps, c'est quoi? C'est juste la possibilité pour deux personnes de s'échanger une valeur sans avoir à se faire préalablement confiance. Donc ça, c'est très intéressant, puisque dans le monde réel, en général, vous devez faire confiance à la personne avec qui vous transactez. Si vous utilisez en tout cas des moyens de paiement traditionnels, comme je dirais l'euro, si on vous paye en liquide, si vous vendez quelque chose à quelqu'un et que vous le payez vous avez un échange en liquide en personne, en général c'est quelqu'un avec qui vous avez confiance, parce que sinon vous vous dites peut-être je vais me faire braquer, si ça tourne mal, comment ça se passe pour le remboursement, enfin il y a toutes sortes de questions qui viennent dans une transaction. Avec les technologies des crypto-monnaies, on peut les échanger entre elles sans que les deux, le vendeur et l'acheteur, aient besoin de se connaître préalablement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment, pour ces actifs. Ça les rend dès lors extrêmement liquides, potentiellement. Et surtout, ça rend possible de passer de l'un à l'autre très facilement. Donc ça, c'est des propriétés qui viennent avec
les langages de programmation qui sont associés à ces monnaies. Donc Bitcoin a un langage de programmation qui s'appelle Script, dont je vous parlerai très brièvement aujourd'hui. Ethereum, par exemple, a un autre langage de programmation qui s'appelle EVM, ou dérivé de JavaScript. Et Arc, le sien, etc. Enfin, on a Tezos, enfin, il y a toutes sortes d'autres blockchains qui ont leur langage de programmation. C'est ça la différence fondamentale, un des avantages fondamentaux en tout cas de ces crypto-monnaies par rapport aux monnaies traditionnelles, c'est qu'elles sont programmables. Donc c'est un peu comme si quand vous faites une transaction, au lieu de signer un chèque, vous signez une sorte de contrat, on appelle ça parfois des smart contracts, qui définissent des conditions pour le paiement. C'est donc un paiement intelligent, entre guillemets. Voilà, donc, comme je vous le disais, on s'est fondé sous le nom de Paymium en 2011. Aujourd'hui, on a adopté le nom de blockchain.io. Alors, blockchain.io, c'est un domaine qu'on a réservé en 2012. Hein, juste pour vous dire, en 2012, personne ne connaissait le mot blockchain, donc le nom de domaine, on l'a acheté pour 10 €. Aujourd'hui, effectivement, pas mal de gens utilisent le mot blockchain, un peu à tort et à travers d'ailleurs. Nous, on a pensé que c'était un bon nom pour ce qu'on appelle un crypto exchange, c'est-à-dire un exchange qui permet d'échanger les crypto-monnaies entre elles. Donc, par exemple, Bitcoin avec Ethereum, Bitcoin avec Litecoin, etc. Bitcoin étant un peu la monnaie pivot, puisque c'est la plus ancienne et la plus sécurisée. Donc, pour nous, c'est la 3e génération de plateforme qu'on développe chez Paymium, puisqu'on en a eu une première qui tournait d'ailleurs dès 2010. Ensuite, il y a eu Paymium, que vous connaissez, paymium.com, qui s'est lancé en 2013, donc dont les développements ont commencé en 2013, qui s'est lancé en 2013. Et en 2019, début 2019, on a lancé blockchain.io, qui est notre 3e génération. Donc on maîtrise les technologies de ces plateformes d'échange chez Paymium, parce qu'on veut l'indépendance. Hein, évidemment, il est possible d'aller voir des IBM ou d'autres pour construire ce genre de plateforme. Nous, on considère que c'est dans le cadre d'une décentralisation, c'est important qu'il y ait des acteurs autonomes qui maîtrisent un peu ce qu'ils font en fait. Donc on a développé ces plateformes maison et elles bénéficient de tout notre savoir-faire en termes surtout d'administration. Vous avez évidemment un front-end qu'on veut le plus fluide possible, qui est d'ailleurs sous un mode basique pour les utilisateurs, je dirais, ordinaires. Et pour les pros, vous avez un aperçu de l'interface pour les gens qui sont un peu plus dans la finance. Mais globalement, voilà, on maîtrise ces différents aspects. Il y a aussi une API, puisque finalement, ces exchanges sont beaucoup utilisés à travers une API aujourd'hui, notamment par les pros. Donc, je voulais parler des 3 générations. Bon, je vous passe rapidement là-dessus. On a à peu près 250 000 clients en base aujourd'hui. Donc, c'est tout petit à l'échelle, évidemment, du monde et de l'Europe, mais pour un acteur des services financiers en France, c'est finalement pas négligeable. Et la principale difficulté d'opérer en France, qui est quand même un pays extraordinaire, et à voir ce qui se passe en ce moment, mais la difficulté qu'on peut avoir en France, c'est effectivement la bancarisation. C'est-à-dire comme on permet aux gens d'échanger des bitcoins contre des euros, évidemment, pour les banques, il y a une sorte de schizophrénie qui est un peu difficile à vivre, parce que finalement, en nous offrant la possibilité d'opérer un compte bancaire chez eux, ils contribuent au développement finalement des cryptos, dont ils sentent bien que c'est quelque part une menace. Alors nous, on n'est pas en train de dire que Bitcoin va remplacer l'euro, par exemple, ou ce genre d'ânerie. Évidemment, Bitcoin est différent de l'euro, donc il n'a pas vocation à le remplacer. Hein, vous ne remplacez pas, je dirais, voilà, une chèvre par une vache. Hein. C'est 2 choses très différentes, mais globalement, c'est intéressant parce que c'est différent et c'est complémentaire. Donc, ce qu'on préconise, nous, c'est l'adoption de ces crypto-monnaies de manière à avoir une forme de laïcité monétaire. On fête cette semaine l'anniversaire de la renaissance de Charlie. On a fêté le 7 janvier avec l'équipe Charlie Hebdo, donc c'est défenseurs de la laïcité religieuse, je dirais. Et là, on parle de laïcité monétaire. D'ailleurs, les monnaies sont parfois presque des religions pour certains. Alors nous, on considère que c'est important de rester laïque dans ce domaine et de ne pas avoir un monopole, comme aujourd'hui, l'obligation d'utiliser une monnaie. Nous, par exemple, moi qui suis très concerné par les questions d'environnement, comme je pense pas mal de gens dans cet événement, je ne pense pas qu'on puisse faire des avancées dans le domaine de la défense de l'environnement avec une seule monnaie contrôlée par un petit groupe de personnes à Francfort ou à Wall Street. Je ne pense pas qu'on y arrivera.
Je pense qu'on n'y arrivera que si on est capable d'utiliser des monnaies, je dirais de voter avec la monnaie qu'on utilise. Le bulletin de vote, c'est une chose, mais la monnaie que vous utilisez, c'est une autre façon aussi d'appliquer la pression dans la direction que vous souhaitez prendre. Donc je ne pense pas, encore une fois, la fin du monopole des monnaies traditionnelles, qui est de facto actée avec l'invention de ces crypto-monnaies, c'est la fin de leur monopole. Il faut que ce soit transposé dans la loi, dans le code monétaire et financier. Après, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'adoption. S'il n'y a pas ce changement qui est acté dans la loi au niveau du code monétaire et financier, qui, je le rappelle, est le code des banquiers écrit par les banquiers, on a un souci. Même le politique n'a pas le pouvoir, en fait, par rapport à cette puissance de créer l'argent et de le distribuer à qui on veut, qui existe aujourd'hui dans les banques, puisque un prêt, c'est finalement distribuer de l'argent à ceux qu'on veut, puisque le mécanisme de création monétaire des monnaies traditionnelles, vous le savez, c'est le crédit. Alors, on parle des crypto-monnaies, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'invention, elle permet de tokeniser, ce qu'on appelle tokeniser, toutes sortes d'actifs, pas seulement de créer de nouvelles monnaies. On peut tokeniser notamment l'euro. Et là, à ce moment-là, ça donne ce qu'on appelle un stablecoin. Et il y a beaucoup de Bruno Le Maire dans ses vœux, encore une fois cette semaine, c'était une semaine riche en événements. Bruno Le Maire a parlé de Libra et de la monnaie publique digitale. Donc il n'a pas parlé de tout, il a parlé des sujets qui lui importaient en 2020. Donc un des sujets qui lui importe en 2020, c'est la monnaie publique digitale. Bon, alors il y a beaucoup de monde au vœu de Bruno Le Maire, donc moi je n'ai pas levé la main pour dire... elle existe déjà, en fait, cette monnaie publique digitale, puisque Bitcoin est une monnaie digitale et publique, puisqu'elle est dans le domaine public, elle est en logiciel libre, n'importe qui peut ouvrir un nœud de Bitcoin, donc c'est une monnaie publique digitale. Mais bon, on sait très bien ce qu'il voulait dire. Il voulait dire tokeniser l'euro, bénéficier de ces technologies, appliquer ces technologies à l'euro qui utilise aujourd'hui, comme vous savez, des très vieilles technologies d'il y a longtemps. Bon, on voit bien que ça les tracasse, ces banquiers et ces responsables politiques. Ils ont du mal à basculer sur le mode oui, les chaînes ouvertes, les blockchains ouvertes, publiques comme Bitcoin sont acceptables. Non seulement elles sont acceptables, mais elles sont le futur. Donc ça, c'est un changement dans les esprits qui doit se faire. Et l'autre, donc c'est nécessaire parce que ça permet après d'avancer. J'ai envie de dire que c'est un peu le même syndrome que ce que j'appelle le syndrome Minitel. Si vous vous souvenez, bon, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour se rappeler de l'époque du Minitel, mais à un moment, en France, il y a des gens comme ça qui défendaient une approche centralisée avec une sorte d'Internet centralisé autour de France Télécom. À l'époque, c'était France Télécom, c'était pas Orange, ça s'appelait encore France Télécom. Et ils imaginaient qu'Internet, ce serait comme ça que ça allait se développer dans chaque pays. On est un peu dans ce même état d'esprit encore en 2020 vis-à-vis des crypto-monnaies. Les gens imaginent encore qu'on va faire notre monnaie publique digitale, sous-entendu la monnaie d'avant juste mise un peu modernisée, et que ça va tout résoudre, ou que ça va correspondre à un quelconque futur. Il n'en est rien, ce ne sera pas ça le futur. Le futur, ça a toujours été les réseaux ouverts. Un réseau, si vous avez le choix entre un réseau ouvert et un réseau où il faut demander la permission à quelqu'un, vous irez toujours expérimenter les nouveaux services sur le réseau ouvert. Jamais vous aurez demandé la permission à quelqu'un pour expérimenter, parce que par définition, si vous expérimentez une innovation, vous ne voulez pas forcément la dévoiler à quelqu'un qui doit vous donner la permission. Donc le réseau permissionless, comme Bitcoin, comme Ethereum, c'est ceux-là qui vont s'imposer. Il ne faut pas perdre de vue ça. Et même si le ministre des Finances en 2020 dit ça, c'est que juste, il n'est pas forcément bien conseillé, bien entouré sur ces questions, vous vous en doutez. Je crois que là, on a un rôle aussi à jouer, qui est un rôle... je dis souvent, à la frontière quand même du politique. Dès qu'on touche à la transition numérique, à la façon dont on envisage le numérique dans le futur, nous, ici, je pense, dans cette salle, on l'envisage plutôt décentralisé, plutôt souverain. Il y a encore des gens qui l'imaginent centralisé et vassal de quelques grands groupes, en général américains ou chinois. Donc la tokenisation, c'est utiliser ces technologies pour rendre des assets plus liquides. Donc par exemple, l'euro, l'échanger à travers un porte-monnaie électronique qui soit un logiciel libre, déjà. Si c'est un stablecoin, vous pouvez échanger l'euro à travers n'importe quel porte-monnaie sur votre téléphone qui sera un logiciel libre. Ce sera un énorme changement, évidemment, par rapport à la situation actuelle où vous devez utiliser un porte-monnaie d'une banque.
Mais ce qui est vrai pour l'euro est vrai pour des tas d'autres actifs, l'immobilier, de la propriété intellectuelle, enfin vous pouvez évidemment tout imaginer. Donc nous, chez Blockchain.io Premium, on construit l'infrastructure de marché qui va permettre à ces tokens de s'échanger les uns avec les autres et d'être liquides, donc utilisables et donc de prospérer dans le futur. Bon, alors il y a des études savantes sur combien que représentera ce marché des tokens numériques dans le futur. Bon, je vous laisse apprécier ou pas ces prédictions, elles sont difficiles à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle vitesse, mais ça va arriver. On sait qu'on est dans la troisième phase d'Internet, qui est bon. Il y a l'introduction du mobile qui a été la grande avancée, si on peut appeler ça une avancée d'ailleurs, à partir de 2010. Et on peut dire qu'à partir de 2020, on va avoir le développement de plus en plus soutenu de ce qu'on appelle parfois le TrustNet, c'est-à-dire un Internet où on peut transacter les uns et les autres de manière sécurisée et sans passer par une banque centrale ou une banque de détail. Alors la tokenisation a déjà commencé. Nous-mêmes, nous avons émis un token l'année dernière, enfin en 2018 pour être précis, qui s'appelle le BCIO pour financer notre projet Blockchain.io. On a donc vendu des tokens, on a récolté 1,5 million d'euros. C'est très peu par rapport à d'autres, mais c'est beaucoup si on y pense pour financer un projet finalement. C'était ce qu'on appelle un utility token. La prochaine vague, et c'est celle qui, moi, me semble la plus prometteuse, c'est les security tokens, c'est-à-dire en gros transformer les actions des sociétés par actions en tokens. Pour financer une société, il n'y a quand même rien de mieux que de faire une augmentation de capital, sauf que aujourd'hui, c'est très compliqué avec les actions, je dirais, traditionnelles, l'approche traditionnelle des marchés actions, surtout en private equity, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Après, vous avez une action qui n'est pas liquide, donc plus vous êtes petit, moins c'est liquide. Donc c'est un vrai problème de financement des PME qui peut être résolu par les security tokens. Bon, ça, il faudrait que les politiques... Enfin, il y a des politiques qui l'ont compris, je le précise, il y a des députés qui l'ont compris, mais le problème, c'est qu'il faut bouger 500 personnes à l'Assemblée, plus tout un écosystème autour des marchés actions. C'est un vrai travail, mais bon, je le fais à mon petit niveau, mais je pense là encore, c'est une démarche quasiment politique par rapport au développement, encore une fois, de l'initiative privée des entrepreneurs en France. Bon, j'ai parlé de tout ça, j'avance rapidement là-dessus. Bon, quel est l'avantage d'un token par rapport à une action? Si vous êtes une société et que vous émettez des actions, bah, c'est divisible. Hein, une action, voilà, elle vaut 100 euros, 1000 euros. Vous ne pouvez pas la couper en morceaux et la vendre par morceaux. Si c'est un token, par définition, quelqu'un peut acheter 10 euros, 100 euros. Donc vous avez accès à un marché d'investisseurs, entre guillemets, qui peut être beaucoup plus large que celui des actions qui sont aujourd'hui pas divisibles. En plus, c'est un marché mondial, alors que si vous émettez des actions, c'est le marché du coin de la rue, en gros, de la petite place de Paris, des capitaux risqueurs qui sont au bout de la rue. Si vous émettez un token, nous, on a vendu des tokens en Asie. On n'aurait jamais vendu d'actions de la société en Asie, ça c'est certain. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. Et puis la sécurité, vous avez une fiabilité, évidemment, une sécurité en émettant votre token sur une blockchain, je dirais comme Bitcoin ou comme Ethereum, pour citer deux blockchains qui sont raisonnablement sécurisées. Je n'ai pas assisté à la présentation de Arc, mais Arc est peut-être aussi un support possible. Mais globalement, vous avez un mécanisme qui est technologiquement, je dirais, à jour. On n'est pas sur des vieilles technologies qui sont passablement mal sécurisées, on va dire. Voilà, donc on est encore loin d'avoir atteint le stade où on peut lancer la tokenisation comme ça, de manière massive. Il y a cette problématique d'éducation dont j'ai parlé en intro. Il y a le fait que légalement, il faut reconnaître le lien entre le token et le collatéral, enfin l'actif sous-jacent plutôt. Et puis, ces tokens, une fois qu'ils ont été émis, qui sont dans la nature, certes, on peut se les échanger en mode, je dirais, investissement, enfin support d'investissement, mais à un moment, ça peut aussi servir de moyen de paiement. Et là, il y a effectivement une problématique de conviction, d'adhésion par les marchands et les consommateurs. Bon, donc le crypto exchange, je vous en ai déjà parlé, il est essentiel pour permettre ces échanges entre crypto-monnaies.
Un crypto exchange, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une plateforme comme la nôtre qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. On va parler 2 secondes de ce crypto exchange cette plateforme peut être décentralisée. Hein, donc ça, c'est un peu le sujet de cette conférence. Donc je vais en parler dans la partie technique de ma presse qui arrive tout de suite là. Mais ça peut aussi être une plateforme comme la nôtre aujourd'hui qui est centralisée. On peut la décentraliser. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. Je vais vous en parler. L'autre schéma, c'est le schéma traditionnel que vous voyez. C'est un peu une usine à gaz. C'est une plateforme d'échange comme Euronext ou d'autres. Enfin, les bourses traditionnelles, disons, sont un peu des monstres en termes d'empilement d'acteurs, d'intermédiaires. Et donc, elles sont très coûteuses. Hein, très coûteuses. Chacun de ces intermédiaires prend des commissions très importantes, évidemment. Et à la fin, c'est l'acheteur et le vendeur qui payent. Donc, vous êtes sur des marchés qui sont très, très loin d'être optimisés dans les marchés traditionnels, les marchés actions, par exemple. Bon, alors je vais vous parler des atomic swaps parce que c'était le titre de ma présentation et après tout, ça permet de parler de plein de choses, en fait, les atomic swaps. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Il y a plein de concepts qui viennent avec, notamment smart contract, etc. Alors, on a donc Alice et Bob qui ont chacun... Alors, Alice a des bitcoins et Bob a des litecoins, on va dire. Litecoin, vous le savez, c'est une blockchain qui s'est lancée en 2011 à la suite du succès, je dirais, des premiers succès de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le premier altcoin. Le Litecoin, ça a été lancé par un monsieur qui s'appelle Charlie Lee, qui s'est dit, après tout, ce logiciel, il fonctionne, là, Bitcoin. Alors, je vais le prendre, puis je vais changer quelques paramètres, et puis je vais lancer mon Genesis block, je vais lancer ma blockchain, et du coup, j'aurai une nouvelle monnaie qui aura toutes les qualités de Bitcoin. Et puis, comme j'ai changé quelques paramètres, je vais pouvoir dire que c'est mieux que Bitcoin. Bon, évidemment, c'est pas mieux que Bitcoin. Aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 7 000 € et un Litecoin, ça vaut 40 €. Donc, clairement, l'adoption de Litecoin n'a pas été massive. Et on peut le comprendre, puisque le truc n'apporte strictement rien. Je ne vois pas pourquoi je serais Litecoin plutôt que l'original, enfin la copie plutôt que l'original. Et ça, c'est un premier élément, un premier enseignement intéressant, puisqu'on parle d'échanger les crypto-monnaies entre elles, c'est que si une crypto-monnaie se présente à vous en vous disant qu'elle résout des problèmes, qu'elle est mieux que Bitcoin parce qu'elle corrige tel ou tel problème, vous avez déjà affaire à une forme de fausse promesse parce que, évidemment, si vous résolvez un problème, en général, vous en créez un autre. Ça, c'est la règle. Vous n'allez pas... le coup de baguette magique par lequel on améliore toutes les propriétés de la blockchain en changeant quelque chose, on l'a encore jamais vu et je doute fort qu'on le verra, puisque tout ça, c'est une question de trade-off, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous pouvez gagner par exemple de la praticité, vous pouvez avoir un truc plus pratique à utiliser, il sera forcément moins secure. Hein. Plus un truc est pratique à utiliser, moins il est sécurisé. C'est une règle que vous pouvez constater sur à peu près tous les services que vous utilisez, puisque chaque facilité d'usage, évidemment, a une facilité, aussi une vulnérabilité qui peut être exploitée. Donc, enfin, je ne vais pas vous m'étendre plus sur Litecoin par rapport à Bitcoin, mais c'est juste un petit mot de mise en garde, je dirais, sur les fausses promesses autour des nouvelles monnaies et des crypto-monnaies en général. Donc Alice, malgré tout, veut acheter des Litecoins, ça la regarde, et Bob, lui, il est plutôt content d'acheter des Bitcoins, de se débarrasser de ses Litecoins pour acheter les Bitcoins d'Alice. Et on va voir qu'ils peuvent le faire sans intermédiaire. Le protocole que je vais vous décrire est sans intermédiaire. Il comporte 6 transactions, je vais vous les détailler pas à pas, il y a 6 étapes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, finalement, c'est un exemple simplifié. Il y a plein d'autres façons de le faire. Je précise tout de suite, il y a des protocoles d'atomic swap qui sont beaucoup plus compliqués. On aurait pu passer en fait toute la semaine à parler d'atomic swap. Rien que ce sujet-là est super intéressant et donc à une certaine profondeur. Donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner un aperçu avec un protocole simplifié qui permet d'en parler et qui vous permet après d'apprendre au passage plein de choses sur les blockchains. Donc il y a 6 transactions. Vous allez me dire, 6 transactions pour faire juste échanger de l'un à l'autre, c'est beaucoup. Finalement, il pourrait n'y avoir que 2 transactions. Il pourrait y avoir Alice qui envoie sur l'adresse de Bob et Bob qui envoie sur l'adresse d'Alice. Donc ça fait 2 transactions. Non, là il en faut 6 et vous allez comprendre que c'est parce qu'il y en a 6 que le protocole est trustless. Par exemple, si Alice envoyait ses bitcoins à Bob, le problème c'est qu'il faudrait que Bob soit capable d'envoyer ses Litecoins simultanément, exactement au même moment qu'Alice. Et
Ça, sur le plan pratique, ça pose problème. Surtout si Alice et Bob ne sont pas au même endroit, tout ça se passe en ligne. Donc il y a un problème de synchronisme. Donc ce n'est pas juste avec 2 transactions qu'on va y arriver. Alors je vais vous détailler rapidement quand même, parce qu'on n'a pas toute la nuit, les différentes étapes. Donc la première étape, ça c'est intéressant, c'est qu'il faut déjà que Alice et Bob se soient rapprochés. C'est-à-dire que si Alice, elle dit je veux acheter 100 Litecoin et Bob dit je veux acheter, donc pour 100 Litecoin, on va simplifier, on va dire un dixième de Bitcoin. Bon, ben, il faut que ces 2 ordres, l'ordre d'achat, ce qu'on appelle l'ordre d'achat et l'ordre de vente, soient matchés, qu'ils puissent se rapprocher. Donc il faut bien un endroit, ce qu'on appellerait une place de marché, entre guillemets, centralisée quand même, pour que ces 2 ordres soient rapprochés. Donc le matching, il est compliqué à décentraliser. Alors il y a des approches, si vous approfondissez ce sujet, vous verrez des tas de protocoles très compliqués pour essayer de faire vivre ce qu'on appelle un carnet d'ordre en mode décentralisé. C'est globalement assez compliqué, vous perdez beaucoup en performance par rapport à une approche centralisée. Donc là, on pourrait dire, l'aspect matching, il n'y a pas de problème de sécurité, c'est juste de la mise en relation, ça peut être centralisé, ce n'est pas un gros challenge de sécurité. Donc faisons l'hypothèse qu'ils se retrouvent sur un site, on va dire, de rencontre pour matcher leurs ordres. Donc ça peut être cette partie-là, en tout cas, peut être centralisée. Il n'y a pas de transaction à ce stade-là. C'est juste la connaissance un échange d'informations. Alors ces informations qui doivent s'échanger, c'est quoi? Ce n'est pas des informations sécurisées, évidemment, à ce stade-là, puisqu'on est en mode de mise en relation. Donc il y a des clés publiques qui s'échangent. Hein. Alice va montrer 2 clés publiques. Bob va montrer 2 clés publiques. Et Alice va faire un petit truc en plus, c'est montrer l'empreinte d'un secret que j'ai appelé grand S ici. Donc H2S, c'est l'empreinte d'un secret. Donc évidemment, elle ne révèle pas le secret, elle révèle juste l'empreinte du secret. Et avec ces 2 clés publiques et cette empreinte d'un secret, elle va fabriquer une adresse. Je vais vous montrer comment on fabrique l'adresse juste après. Elle va fabriquer une adresse Bitcoin et pareil, Bob va fabriquer une adresse Litecoin. Alors il se trouve que comme Litecoin, c'est un clone de Bitcoin, ils utilisent le même langage de script pour ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, ça simplifie un peu ma présentation. Comprenez que ça pourrait être des Ethers, hein, et on aurait à ce moment-là un smart contract Ethereum. Ce serait juste un peu plus compliqué à expliquer, donc j'ai simplifié. Il n'y a besoin de parler que d'un seul script, c'est un peu plus simple. Là encore, simplicité, sécurité et simplicité vont ensemble. Plus quelque chose est complexe, plus il y a des risques de sécurité qui viennent, notamment dans les smart contracts. Plus un smart contract est long, c'est un peu le problème de Bitcoin et Ethereum. Bitcoin fait des smart contracts très courts. Donc là, je vous montre le smart contract de notre Atomic Swap. Il fait, alors pour ceux d'entre vous qui sont des développeurs, vous voyez qu'il y a un statement if-else et une instruction check multisig. C'est tout. En gros, il y a un statement if-else et une instruction vérifier une multisignature. Donc évidemment, 2 étapes. Dans ce script, c'est hyper simplifié. Si c'était un smart contract Ethereum, je pourrais vous en parler, mais il y a un niveau de complexité qui est supérieur, donc des risques de sécurité qui sont nécessairement légèrement supérieurs aussi. Cela dit, la première étape de l'Atomic Swap, c'est Alice s'engage, bail-in, hein, elle s'engage dans le swap. Donc elle va faire un dépôt, elle va déposer de l'argent, ces bitcoins, sur cette adresse de smart contract ici, adresse qui donc a été fabriquée à partir de ce script. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour débloquer l'argent qui a été envoyé sur cette adresse de smart contract, il va falloir exécuter ce script avec succès. D'accord? C'est ça le principe de ces monnaies programmables. Pour débloquer l'argent, il faut exécuter un script. Donc à ce stade-là, vous allez me dire, qu'est-ce que fait ce script? Bon, ce script, c'est très simple, il dit, il y a 2 clés publiques qui ont été partagées, il va falloir fournir donc 2 sur 2. Ici, le check multisig veut dire qu'il faut 2 signatures correspondant à ces 2 clés publiques pour libérer les fonds. Ça, c'est le chemin else. Sur le chemin if, il y a en plus une vérification que vous connaissez le secret S. Donc là, il faut fournir la valeur S, qui est donc hachée, et ensuite comparer à H2S. Donc là, dans un cas, vous avez juste besoin de la signature d'Alice et Bob. Dans l'autre cas, vous avez besoin de la signature d'Alice et Bob et de la connaissance du secret. Vous allez me dire à ce stade-là, si Alice envoie des fonds sur cette adresse, eh bien, elle est prisonnière. Bob la tient en otage parce que maintenant, Bob peut dire à Alice,
ah bah, tu as envoyé des fonds, mais maintenant, il faut ma signature pour libérer les fonds. Donc, tu me donnes, je veux bien signer une transaction, mais tu me donnes la moitié des fonds et je te donne rien en échange. Donc, si c'était ça, évidemment, elle se serait fait avoir et notre protocole doit faire face à cette situation. Donc, comment on fait ? Bah, la première chose qu'on fait, c'est que du coup, on ne diffuse pas la transaction. La transaction, c'est un peu comme un chèque que vous signez. Si vous le gardez pour vous, vous ne le mettez pas à la poste, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en risque. Donc là, c'est pareil. Elle signe la transaction, mais elle ne la diffuse pas sur le réseau. Elle la garde pour elle. Ça, c'est la première étape. Donc, elle n'est pas prisonnière de Bob, parce que pour le moment, elle n'a rien envoyé sur le réseau. Par contre, elle a signé la transaction, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle va fabriquer une autre transaction, qui est le remboursement de cette adresse qu'elle va financer, sur laquelle elle va déposer des fonds. Elle va prévoir son remboursement. Avant de diffuser sa transaction, donc qui fonde le smart contract, qui finance cette transaction, elle prévoit le remboursement et elle demande à Bob de signer le remboursement avant qu'on diffuse la transaction, évidemment, de paiement. Donc, elle fabrique la transaction, donc, 2 qui renvoie l'argent chez elle. Pour cela, elle a juste besoin de mettre sa signature et elle demande sa signature à 2 et elle demande à Bob de contresigner la transaction. Elle envoie la transaction à Bob. Comme c'est une transaction de refund qui la paye elle, Bob n'a aucun intérêt à la diffuser, évidemment, ça ne lui servirait à rien. Par contre, il peut la signer en se disant, de toute façon, comme j'ai encore à ce stade-là rien payé, je peux signer, hein, ça m'engage à rien. Donc il signe la transaction de remboursement, il la renvoie à Alice. Une fois qu'Alice reçoit la transaction de remboursement, alors cette transaction de remboursement, elle a ce qu'on appelle un time lock, c'est-à-dire qu'Alice ne peut pas la diffuser avant, j'ai dit ici 48 heures pour simplifier mon exemple. Donc si elle la diffuse avant 48 heures, le réseau va la rejeter. Le time lock, c'est un paramètre de la transaction Bitcoin que vous pouvez fixer quand vous fabriquez une transaction Bitcoin de manière programmatique. Vous fixez le time lock et dès lors, vous êtes tranquille pendant ces 48 heures. La transaction ne sera pas validée sur le réseau. Donc, de même, donc une fois qu'elle a reçu cette transaction de refund signée, elle diffuse sa propre transaction 1, donc la transaction 1 qui finance l'adresse Bitcoin, puisqu'elle vend des Bitcoins, sur ce smart contract. Alors P2SH, c'est juste le jargon pour désigner ce genre d'adresse ici, qui comporte un script. Donc Bob fait la même chose sur la blockchain Litecoin. Il va fabriquer une transaction de refund en Litecoin qui va demander à Alice de contresigner. Et une fois qu'il a reçu la transaction de refund contresignée, il diffuse la transaction 3 qui envoie des Litecoins sur cette adresse-là. Alors comprenez que ces deux adresses, comme Litecoin et Bitcoin utilisent le même langage de script, ces deux adresses sont en fait identiques, mais c'est une illusion d'optique. C'est juste pour simplifier la transaction. Par contre, elles sont codées de manière différente sur le réseau Bitcoin et Litecoin pour les distinguer, justement, éviter. Donc, c'est pour ça que celle-ci commence par un M et l'autre, la transaction Bitcoin, commençait par un 3. Ça, c'est des petites subtilités techniques sur lesquelles je ne m'étends pas, mais il y a des garde-fous qui permettent d'éviter des erreurs quand on envoie des crypto-monnaies sur une adresse. Voilà, je vais conclure donc avec, finalement, là, le dénouement de l'Atomic Swap. Maintenant que ces smart contracts ont été financés, la dernière étape, c'est simplement pour Alice donc, d'envoyer à Bob sa transaction de paiement. Il peut la signer, elle l'a signée. Il manque juste à Bob quelque chose qui est... Alors c'est là où j'ai eu ma question. Qu'est-ce qui manque à Bob, du coup, quand Bob reçoit la transaction 6 signée par Alice? Qu'est-ce qui lui manque pour diffuser et être payé? Est-ce que quelqu'un dans la salle... Parce que là, j'avais dit que j'offrirais un livre, donc si quelqu'un trouve... je vais avoir le plaisir d'offrir le livre, sinon je le donnerai, hein, c'est pas grave. Non, c'est pas l'empreinte. L'empreinte, elle est publique, donc tout le monde l'a. Vous y êtes presque, hein? Bon, comme on est un peu pressé par le temps, je vais offrir le livre. Et puis, donc en fait, il manque S. Il ne connaît pas S, Bob. Donc tant qu'il n'a pas S... Il n'y a que Alice qui connaît S. Il connaît l'empreinte de S, hein, effectivement, il ne connaît pas S. Donc il ne peut pas diffuser la transaction 6, même si elle est signée, tant qu'il ne connaît pas S. Alors, pour connaître S, il attend simplement... Alors, Alice lui envoie donc, la transaction 5 pour qu'il la contresigne. Il sait que quand Alice va diffuser la transaction 5 qui paye
donc les Litecoin à Alice, elle va être obligée de diffuser ceci sur la blockchain Litecoin, donc comportant S. Pour que le script s'exécute, vous vous souvenez du script que je vous ai montré avant, il faut introduire cette valeur S, et du coup, Bob n'a qu'à lire sur la blockchain Litecoin cette valeur S, et à ce moment-là, il peut l'utiliser dans son propre script de signature sur la blockchain Bitcoin et récupérer les Bitcoins. Donc ça, dans cette dernière étape, c'est très simple. Il n'y a qu'à envoyer la transaction 6 signée à Bob, et dès lors, quand Alice reçoit la contre-signature de Bob, elle peut diffuser sa transaction et Bob est payé. Donc, c'est une petite gymnastique finalement assez simple. Vous avez vu, il n'y a pas tant d'étapes que ça. Simplement, il faut maîtriser un petit peu la logique des scripts, de ces fameuses monnaies programmables, pour apprécier ça. Vous vous rendez bien compte du coup que quand on vous parle d'exchange décentralisé, c'est difficile à vendre. Hein, parce qu'expliquer ça à l'utilisateur moyen d'un exchange, vous essayez même pas, quoi. C'est pas la peine. Hein. J'y arriverai pas. Là, je peux le faire parce que je suis avec vous ce soir dans une conférence, mais je vais pas pouvoir l'expliquer à tous mes clients aussi facilement. Donc, dès lors, les problématiques des exchanges décentralisés, ça va être compliqué parce que il faut, pour que le client apprécie la sécurité de votre système décentralisé, eh ben, il faut qu'il ait compris un peu tout ça. Sinon, il va pas forcément acheter, je dirais, ce modèle. Et du coup, comme vous êtes beaucoup moins performant, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, qu'un échange sur une plateforme centralisée. Eh bien, les plateformes centralisées existeront aussi. Pour le moment, c'est vrai que nous sommes centralisés, mais nous étudions évidemment ces protocoles pour les introduire progressivement à mesure qu'il y a une demande qui se construit autour de ces exchanges décentralisés. Aujourd'hui, soyons honnêtes, on ne va pas se mentir, c'est encore très confidentiel. Par contre, il y a un potentiel très intéressant et surtout, c'est quand même une des propriétés fondamentales de ces crypto-monnaies. Donc, d'où l'intérêt de les étudier quand même. Merci de votre attention et merci Philippe.